Bien, je vous propose qu'on débute cette session du colloque Où va la philosophie française, consacrée aux questions de genre et de sexualité. Les questions de genre et de sexualité irriguent depuis très longtemps la philosophie française. Depuis quelques années, ce champ d'études a connu un développement encore plus florissant qu'auparavant. Je dis champ d'études, mais je ne sais pas si je devrais dire champ d'études, à vrai dire, puisque les questions de genre et de sexualité concernent l'ensemble des sous-champs de la philosophie. Moi-même, en philosophie politique et sociale, j'utilise régulièrement des outils puisés dans les théories du genre et de la sexualité. C'est vrai aussi pour mes collègues qui font la théorie, la philosophie des sciences, c'est vrai en épistémologie, c'est vrai dans beaucoup de sous-champs de la philosophie. En tout cas, nous avons aujourd'hui autour de nous trois représentantes majeures de ces études sur le genre et la sexualité. Geneviève Fraisse, qui est philosophe, directrice de recherche au CNRS et qui travaille depuis très longtemps sur l'épistémologie politique de la pensée féministe, en particulier sur les concepts d'émancipation citoyenne et artistique. Geneviève Fraisse a publié de très nombreux ouvrages et articles, mais très récemment du consentement en 2007, qui a, je crois, été réédité en 2016, si mes souvenirs sont bons. Les excès du genre, une enquête philosophique en 2014, la sexuation du monde, réflexion sur l'émancipation, et puis très récemment, la suite de l'histoire actrice-créatrice, et encore plus récemment, puisque je crois que c'est de cette semaine, Féminisme et philosophie, qui vient donc de paraître chez Gallimard dans la collection Folio en inédit. Celle tout de suite à Geneviève Fraisse pour son intervention épistémologique. Question d'épistémologie. Question d'épistémologie, alors, comme dirait Sandra Laugier, une position critique. Donc, pourquoi j'ai une position critique? Parce que je suis née dans une profonde déception dans mes études de philosophie, puisque au moment même où commençait le mouvement de libération des femmes, disons MLF, à ce même moment où je faisais mes études, j'ai découvert que la philosophie s'était détournée de cette question-là, et on n'avait jamais abordé cette question-là, on n'en avait jamais en tout cas fait un philosophème. Donc la question du comment penser m'a habité immédiatement, mais ça veut dire que c'est parti d'un moment de négatif dont je ne me suis sans doute pas débarrassée encore aujourd'hui. Donc je vais faire une intervention. Quand je dis question d'épistémologie, c'est parce que j'ai donc décidé dès le départ, maintenant ça fera bientôt, ça fait un certain nombre de décennies, que je cherchais le comment penser, le quoi penser mais pas le qui. C'est-à-dire c'est le quoi et le comment mais pas le qui. Donc, première critique, tant de temps après que donc, le genre soit devenu ce que j'appelle une promesse conceptuelle, j'insiste sur le mot promesse, je vais y revenir, nous avons maintenant beaucoup de séminaires, et y compris cette table ronde aujourd'hui qui s'appelle Genre et sexualité. Et là encore, je suis critique, Sandra, parce que genre et sexualité, j'ai un problème parce que mon sexe a disparu. Et c'est difficile pour un philosophe ou une philosophe de perdre un mot du vocabulaire. Donc, je me suis aperçue en préparant les points d'intervention que je voulais très rapidement évoquer cet après-midi, que j'avais publié un livre qui s'appelle À côté du genre. Personne ne comprenait, tout le monde me disait t'es contre le genre, t'es du côté du genre. Mais à côté, ça c'était extrêmement difficile à entendre. Le sous-titre c'était philosophie de l'égalité, sexe et philosophie de l'égalité. Puis j'ai les excès du genre, où j'ai simplement dit une chose très simple, donc je ne vais pas y passer longtemps, mais
mais c'est quand même ça aussi la question épistémologique, c'est-à-dire il n'y a pas de philosophème dans les années 70, puis vient un objet possible, le mot genre, et pour moi ça reste une promesse. C'est-à-dire dans une même phrase ou dans une même conversation, vous aurez genre au singulier, ce qui est un concept, vous aurez genre au pluriel, qui risque d'être soit le multiple des sexualités, soit le masculin-féminin. Alors si on doit, avec genre, revenir avec les genres à masculin-féminin, ce n'est pas la peine de se casser la tête. C'est-à-dire, un concept, c'est pas n'importe quoi. Là, je renvoie à l'introduction de Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie, où on prend pas ça à la légère. Et effectivement, ça s'emploie au singulier. Donc moi, ce mélange du singulier et du pluriel avec genre me pose énormément de problèmes. Et quand je dis que je ne veux pas perdre le mot sexe, c'est pas pour garder nature-culture. Bien entendu, c'est le contraire. C'est parce que sexe, ça peut nous emmener dans des abstractions, et pas seulement dans de la biologie ou de la nature, ou tout ce que j'ai un peu trop entendu, et vous entendez effectivement mon côté un peu énervé. Donc voilà, c'est l'objet manquant. On est en train d'y travailler, mais pour moi ça n'a d'intérêt. Alors je suis effectivement fille de la génération canguilhémienne, puisqu'on l'a eu comme professeur, on a eu cette chance-là, et donc avec cette exigence de ne pas employer un mot pour un autre. Donc voilà, la promesse conceptuelle elle est là. Maintenant, deux choses, il se trouve que cette invitation, c'est un peu l'occasion qui fait le larron, puisque j'ai effectivement 2 publications qui chacune renvoie à une... je suis obligée finalement de parler de ce que j'ai fait, puisque j'ai écrit quand même effectivement un certain nombre de choses. Et ce qui est paru, donc ça va revenir dans ce que je vais vous dire, c'était donc à l'automne la suite de l'histoire, ce qui est paru au Seuil en septembre dernier, et qui est sur la construction de la femme artiste. Donc je dis très brièvement, parce que comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce que je fais, ils entendront peut-être un petit peu. Quand j'ai publié Muse de la raison, qui est sur la démocratie exclusive, non pas excluante mais exclusive, c'est l'année du bicentenaire, en 89, et c'est pour expliquer à partir de 2 querelles de départ que les révolutionnaires, y compris surtout d'extrême gauche révolutionnaire, sont tout d'un coup effarés des conséquences logiques évidentes que l'égalité peut entraîner, c'est-à-dire l'égalité des sexes. Et à ce moment-là, vous en avez un qui va poser la question d'apprendre à lire, est-ce vraiment raisonnable, car elles deviendront citoyennes, et l'autre qui va dire, elles ne vont pas écrire de la poésie, ça c'est nous, les hommes, qui écrivons de la poésie, pas les femmes. Donc on a 2 querelles, j'y reviens pas, et à partir de ces 2 querelles, c'est le pour toutes et le pour chacune, que j'ai donc développé dans la sexuation du monde, et j'ai beaucoup développé le pour toutes, c'est-à-dire ce qui fait de la citoyenneté à l'emploi beaucoup de choses, et le pour chacune, qui est évidemment le droit de chacune à éventuellement devenir philosophe, artiste, sculptrice, tout ce qu'on veut. Et donc là, c'est un peu la fin de ces généalogies qui sont plutôt des provenances, comme dirait Michel Foucault, c'est-à-dire, c'est un terme que j'aime beaucoup, foucaldien, c'est d'où ça part, d'où ça vient. Effectivement, la construction de la femme artiste comme la construction de la femme citoyenne viennent de cette interrogation totalement cohérente et logique des révolutionnaires de savoir ce qu'on va faire quand le semblable va devenir égal. Et ça c'est un problème quand même. Donc au bout de 200 ans, un certain nombre de choses se sont passées, et c'est ce qui me permet d'aborder le deuxième point rapidement. Comment penser alors? Comment penser? Donc la sexualité n'a effectivement pas plus rentré que ça dans mon... J'y reviendrai peut-être à propos du concept, mais pas plus que ça dans mes recherches, puisque tout était tourné autour de l'analyse de l'émancipation, donc, et non pas de la domination. Donc dans ce sens, tout le travail que nous avons fondé avec Jacques Rancière dans les années 70 consistait à penser l'émancipation et non pas la domination, ce qui nous éloignait beaucoup d'une sociologie que je peux nommer, mais qui de toute façon était plus générale, comme si l'émancipation pouvait être déduite de l'analyse de la domination. Notre point de vue était totalement différent, et à tel point même qu'analyser l'émancipation, c'était pas ne rien analyser, c'était analyser ce que moi j'ai appelé les contradictions, même avec un titre de chapitre qui, dans le côté du genre, qui s'appelle « Habiter la contradiction ». On est pris dans la contradiction. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais il y a 1001 contradictions, vous en avez certainement parlé ce matin. Je regrette de ne pas avoir pu venir. Mais donc on est là dans comment penser, ça va se faire à partir de l'émancipation. C'est pourquoi j'ai intitulé, quand j'ai dit que je travaille sur le comment, la question de l'émancipation, la question d'épistémologie politique, qui se joue autour de l'égalité et de la liberté. On laisse tomber, s'il vous plaît, la fraternité, qui n'est pas un principe politique, qui est autre chose qu'un principe politique, qui a trop de pieds dans le réel pour que ce soit
maintenant c'est politique, mais l'égalité est ce que j'appelle un opérateur de pensée. C'est-à-dire ce que ça me permet de lire, ce que ça me permet de lire, ça par exemple, si je prends l'exemple de la suite de l'histoire, ce que ça me permet de lire, c'est le fait que quand je commence par ceux qui posent le décor, à savoir Rousseau et Kant, chacun à leur façon, c'est pas la même. C'est la façon dont une femme ne pourra pas accéder. Pour l'un, c'est le sublime, pour l'autre, c'est simplement qu'elle ne peut pas, qu'elle n'a pas de génie. Enfin, c'est deux types de freins, d'exclusion, d'interdits, appelez-le comme vous voulez, qui sont différents. À partir de là, comment les femmes peuvent inventer des pratiques esthétiques, ce qu'elles vont faire, notamment à partir de la voix singulière, puis la voix plurielle par exemple. Et ça peut se lire que si on a l'opérateur égalité, c'est-à-dire c'est un outil de lecture. Et c'est cet outil de lecture qui nous permet d'abord d'éviter ce que j'appelle un obstacle épistémologique. Vous entendez encore, là c'est la lecture bachelardienne, l'obstacle épistémologique c'est la morale. Il faut surtout pas... Alors, on est confronté quand on veut travailler la question du féminisme, la pensée, ce que j'ai appelé la pensée féministe, puisque je suis rentrée au CNRS en 83 sur les fondements philosophiques du discours féministe. Donc je ne me suis pas rendu compte à quel point c'était une chance, si la chance je le savais, à quel point faire rentrer le mot féminisme en section 35 du CNRS c'était pas si évident que ça. Je pense que la lancée mitterrandienne n'y est pas non plus pour rien, soyons modestes, mais de toute façon c'était quand même quelque chose, et à travers ce mot-là, si ça pense, c'est un combat que je mène encore aujourd'hui. Ça n'a toujours pas changé, c'est-à-dire que tout est fait pour qu'on vous explique que dans le féminisme, ça ne pense pas. Donc mon défi a été de dire que ça pensait. C'est pour ça que c'est un opérateur de pensée, l'égalité, c'est-à-dire ce qui permet de lire. Si vous avez une histoire de la famille, ce que j'ai vu et revu du 19e et du 20e, sans avoir posé la question de l'égalité des sexes, ça ne marche pas. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc mon travail a été de montrer quelle importance ça pouvait avoir. Vous citiez le consentement. Il se trouve que effectivement, je l'ai écrit tardivement en 2007. Je dis tardivement parce que c'est comme presque le bilan de ce qui a été ma parenthèse politique au Parlement européen, où la question du consentement, c'est un très bon exemple. Si vous voulez, on y reviendra peut-être avec mon troisième pilier, vous m'arrêtez quand je dépasse mon temps, sur la question des concepts, c'est que la question n'était pas de savoir si j'allais donner mon opinion, combien de fois on m'a demandé mon opinion, parce que je travaillais sur le féminisme. Alors j'avais une opinion, j'étais pour ou contre le foulard, j'étais pour ou contre la prostitution, et la parité, j'en faisais quoi, etc. etc. Et je ne donnais pas mon opinion, parce que ce que je voulais, c'était montrer comment ça fonctionnait. Le consentement en est un très bon exemple, donc c'était bien avant MeToo. Il se trouve que le plus drôle, c'est qu'au printemps 2017, le Seuil et moi avons décidé de rééditer ce livre, donc 6 mois avant MeToo, avec un texte en plus, que j'ai intitulé comme épilogue « Et le refus de consentir ». Donc il est sorti la semaine de MeToo, mi-octobre. C'est une espèce de hasard historique ou d'anecdote historique. Fleur, non, moi je crois plutôt au hasard de la lutte, comme dit encore Michel Foucault. Je crois plutôt à ça. Donc il y avait du hasard de la lutte dans cette affaire. Et donc le consentement, c'était le seul terme qui me paraissait possible pour pouvoir dire, tenez, j'ai cette question-là dans la prostitution, j'ai cette question-là dans le foulard, donc le problème c'est le consentement. Et je retourne au XVIIe siècle, chercher la provenance du consentement mutuel, c'est-à-dire de ce qui pourrait faire égalité. C'est comme ça que j'ai fait ce texte, donc au début des années 2000. Voilà. Donc c'est intéressant aujourd'hui, on en parle, de voir d'où ça vient. Ça vient justement d'une lecture où l'égalité est un opérateur, et où c'est cette question qui me permet d'échapper à cette condescendance et ce sexisme permanent qui consiste à penser que ça ne pense pas dans le féminisme. Or, tout mon pari est de dire que ça pense. Donc si ça pense, bon, j'ai déjà parlé des contradictions, on pourrait parler aussi des contretemps, de cette question de l'égalité comme outil de lecture, hein, et ce qui permet d'organiser, c'est comme par exemple, ça permet aussi de prendre des distances avec les moyens utilisés. Quand on utilise, ça s'arrange, là le Conseil de l'Europe vient de l'arranger. Mais quand on regarde les définitions de ces dernières années du mot sexisme, c'est catastrophique. C'était toujours relié à la discrimination. Alors le sexisme, c'est pas une question de discrimination, parce que ça voudrait dire que ça renvoie à la République. C'est-à-dire le mot discrimination, c'est un néologisme de 1877. Donc c'est quand on sépare, on discrimine. Pour ça, il faut être dans une logique républicaine et démocratique. Et ça renvoie au droit. Or, le sexisme traverse les siècles. Et en fait, le sexisme, ce que j'ai proposé, donc ce sont des textes qui sont repris maintenant dans Féminisme et philosophie qui vient de sortir, c'est
c'est une disqualification. Alors là, le Conseil de l'Europe vient de dire « Ah, ça signale l'infériorité du sexe ». Non, c'est une disqualification. Ça veut dire quoi depuis Aristote? C'est-à-dire que nous ne sommes pas de la même qualité. Les femmes et les hommes ne sont pas de la même qualité. Donc après viendra la discrimination. Mais dans un deuxième temps. Le premier temps, c'est d'abord de... Et ça, je l'ai vécu toute ma vie. Ce que je faisais n'était pas de la même qualité philosophique que les vrais philosophes. Puisque le féminisme, est-ce que ça pense? Donc j'en suis toujours là, 50 ans plus tard, à essayer de dire que ça pense. Et pour ça, je disais donc non seulement qu'il faut employer des outils comme principe, mais aussi écarter des obstacles. Et un des obstacles, et on vient de le voir toutes ces dernières semaines, un des obstacles, c'est la morale. La morale, si ça peut empêcher de penser la question du féminisme, c'est sûr et certain. En tout cas, c'est ce que j'affirme de longue date, mais encore plus violemment avec ce qui se passe en ce moment, où on veut nous renvoyer à la morale. Alors, nos lectures morales, je disais encore en venant là, un texte d'un grand écrivain disant mais on en fait une affaire morale, la morale a changé. Non, c'est pas moral. Et d'ailleurs, on est en train de bifurquer sur l'affaire du consentement récent, qui s'appelle aussi le consentement, sur la question de la criminalité, en oubliant ce qui se passe entre les sexes, en oubliant la question sexuelle et sexuée et sexuelle. D'abord sexuée. Hein, c'est les temps de rappeler Gabrielle Russier, qui elle s'est suicidée parce qu'on l'a mise en prison, parce qu'elle avait une histoire d'amour avec un lycéen. Là, ça passait par la justice. Intéressant quand même, quelques années avant. J'en profite pour rappeler que ma génération, ça c'est vraiment une info, juste une info, ma génération, à la fin des années 70, n'était pas du tout d'accord pour ce qui se passait. Ma génération de féministes dans le MLF. Et quand Libération nous disait qu'on n'avait pas le droit de vouloir changer la loi sur le viol, hein, qu'on allait envoyer les immigrés en prison, qu'on était vraiment des garces, on avait trouvé qu'on était tellement en rapport de force négatif qu'on avait trouvé l'idée, ça c'était les avocates qui luttaient, il y avait 3 avocates, je pourrais donner les noms parce qu'il faut toujours donner les noms des femmes, qui luttaient, donc Colette Auger, Monique Antoine et Josiane Moutet, il y en a 2 qui ont disparu. On disait bon ben on demandera un franc de dommages et intérêts. On en était là. Et c'est pas qu'on était d'accord avec ce qui se passait, c'est qu'on était en minorité. Mais cette minorité, je ne l'ai pas entendu dire qu'elle existait, c'est un dernier. Donc voilà, ça c'est pour dire que la question de la morale est précisément ce qui empêche de penser. Donc c'est un obstacle. Donc voilà, ça c'est la question de l'opérateur. Troisième point, donc, sur lequel je reviens beaucoup dans Féminisme et Philosophie, c'est la question du concept, des concepts. C'est-à-dire que, j'ai déjà parlé avec le consentement, mais je pourrais en prendre d'autres. C'est-à-dire prendre, je suis à la recherche depuis. Donc il y avait le concept genre, dont j'ai parlé au début, et puis il y a comment moi, j'essaye de mettre en avant des concepts. Alors j'ai pris l'exemple du consentement, mais j'en ai beaucoup d'autres. C'est à peu près ça que je fais tout le temps. C'est-à-dire quel va être le concept qui va me permettre de parler de la chose. Par exemple, j'avais à la fin, dans un colloque au Collège de France, à la fin des années 90, puis je l'ai publié ensuite, qui était sur la contraception, contrainte ou liberté. C'était un colloque organisé par Henri Léridon et Françoise Héritier. J'avais proposé de parler d'habeas corpus. Alors pourquoi je parlais d'habeas corpus à propos de la contraception et de l'avortement, c'est-à-dire 1679, un droit civil et non pas un droit civique ou politique, un droit civil en Grande-Bretagne qui est « tu auras un corps à montrer ». Our bodies ourselves, c'est l'expression même de l'habeas corpus de 1779. You should have a body, mais our bodies ourselves, qui va ressortir là, c'est dans les temps qui viennent, ce livre américain tout à fait pionnier de la fin des années 60, 70, enfin en tout cas dans nos bibliothèques de cette génération. Et donc on s'aperçoit, alors pourquoi je prends ça? Parce qu'au lieu de savoir si c'est bien ou pas bien de faire des enfants et comment, bien d'avorter, etc., c'est que se posait par rapport à d'autres déclarations des droits de l'homme ou d'autres déclarations comme ça globales. Il se trouve qu'on était, il faut savoir qu'en 98, on célèbre grandement la déclaration des droits de l'homme de 48, dans laquelle, pour des raisons de parenthèse politique, je me trouve particulièrement mêlée. Et donc, j'apporte ça en me disant c'est un habeas corpus. Ça veut dire tu as quelque chose qui relève non seulement d'un droit individuel, non seulement d'un droit des femmes, mais aussi d'un droit qui concerne la question d'un corps en société. Donc voilà, ça c'est pour trouver le mot qui va correspondre à la chose. Et ça, on peut le faire aussi, par exemple, quand il y a eu les discussions sur la parité, moi je venais juste de publier Le Musée de la Raison, donc je m'étais finalement arrêtée
au fait qu'après l'exclusif, il y avait eu l'inclusif, mais ça ne m'a pas plus intéressé que ça de dire qu'il y a une dynamique qui était lancée par l'émancipation des femmes et le féminisme depuis les années 1830, parce que les femmes refusaient cette position de nous sommes tous là, mais seuls les hommes s'installent à la tasse du banquet. Vous êtes autour. En gros, c'est ça. On est tous dans la même salle, mais simplement les femmes ne s'assoient pas autour de la table. Et donc, ça, l'émancipation, c'est devoir lutter contre cet exclusif, et non pas excluant, hein, exclusif. Et donc, je n'avais pas réfléchi au fait qu'il n'y avait toujours que 6% de femmes à l'Assemblée nationale, encore, hein, en 97, il faut le savoir. Et, enfin, de les années 90 à 97, ça a changé à ce moment-là, justement. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je me dis, je n'ai pas pensé à la question du pouvoir des femmes. Mais pouvoir, ça ne veut rien dire. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Elles n'ont pas le pouvoir. Et donc, la seule chose que je pouvais faire, c'est je fais quoi avec la question politique? Et donc, à ce moment-là, je découvrirai après dans ma propre existence, mais je ne savais pas que ça m'arriverait, la distinction entre gouverner et représenter. C'est-à-dire, si vous avez des secrétaires d'État dans le gouvernement Blum, quand les femmes ne sont pas citoyennes, c'est qu'elles peuvent gouverner. Pourquoi elles peuvent gouverner? Parce qu'elles sont nommées par le prince. Elles sont nommées par le chef du gouvernement pour leurs compétences. Madame Brunswick, etc. Et la fille de Marie Curie, Reine Joliot-Curie, etc. Mais elles ne sont pas encore citoyennes. La citoyenneté, c'est la possibilité de la représentation. Donc d'être représentant d'une portion de la nation et de quelqu'un qui va aller faire les lois. Quand vous gouvernez, ce n'est pas du tout ça. Et vous pouvez être nommé au gouvernement sans pouvoir être représentant de la nation. Donc du coup, c'était seulement les mots qui me permettaient, le concept de gouverner, de représenter, de rentrer dans la discussion sur le pouvoir. Ce qui me permettait ensuite de reprendre le mot gouverner, de m'apercevoir que, par exemple, Montesquieu utilise le mot gouvernement domestique, et que donc on avait pensé, sous l'Ancien Régime, la famille comme un lieu de gouvernement. Ça, c'était très intéressant au moment des débats sur le Pax, parce que ça me permettait de sortir de la discussion que je trouvais sans fin et inutile sur est-ce que ça va être comme un mariage ou pas comme un mariage. Je vois Éric Fassin, qui est au fond de la salle encore, peut-être, se souvient de toutes ces discussions sans fin, et dont on avait vraiment marre. Et tandis que si je prenais le mot gouvernement domestique, à ce moment-là, je disais, ah ben oui, l'espace domestique est un lieu de pouvoir, donc de discussion, hein, qui fait quoi, qui prend la décision, etc., etc. Et à ce moment-là, donc c'est comme ça que j'ai fait un livre qui s'appelle Les deux gouvernements, domestiques et... Parce que c'est la séparation que Rousseau a voulu faire dans le contrat social lui-même entre gouvernement civil et gouvernement domestique, en disant que c'était un sophisme et qu'il ne fallait plus du tout comparer les deux. Parce que le patriarcat comparait les deux. Du père au roi, la conséquence était bonne. Voilà. Donc la question des concepts, c'est ce qui permet de poser les problèmes. Et donc là, c'est de mettre de plein pied la pensée féministe dans la philosophie. Donc c'est ça la question d'épistémologie. Après, si on me laisse encore, tu me laisses oui, combien, 1 minute, 2 minutes 5 minutes. 5 minutes. Je voudrais intervenir par rapport à ce qui a sans doute été aussi, du coup, à la suite de cette série de concepts, discuté probablement ce matin, je regrette encore une fois de plus de ne pas avoir pu venir. C'est... non, il y a 2 choses que je voudrais dire. Alors, la première chose peut-être sur la lancée de tout ce que je viens de dire, puis après je prendrai le dernier point qui est ce que j'appelle être colporteuse, mais ce qui est, quand on est comme ça un peu dans cette provenance telle que je l'ai pratiquée dans mes travaux, ce qui est clair, c'est que le XXe siècle, le XXIe siècle fait rupture avec les 2 siècles qui précèdent au niveau du féminisme, puisque c'est la question du corps et non plus celle de la raison qui va devenir qui est au centre de nos interrogations. Alors moi j'en étais sûre déjà avec le corps reproducteur, hein, GPA, PMA, etc., suite de l'habeas corpus ou pas, les enjeux sont là, et en même temps, MeToo nous a mis dans ce que j'appelle, donc là c'est une partie, j'ai repris quelques-uns des entretiens que j'ai été amenée à faire en 2017-2018, dans les médias affolés par ce qui leur arrivait, c'est la question du corps collectif. C'est-à-dire que l'idée du corps individuel est une erreur, justement, et pas une erreur en soi. Toutes les analyses qu'il faut faire aujourd'hui reposent sur le fait qu'on est dans le corps collectif. C'est pour ça qu'on peut relier, je n'ai pas le temps de le déployer ici, les féminicides avec MeToo, bien que ça soit aux 2 extrêmes des positions économiques et sociales des femmes qui sont concernées par cela, et précisément c'est bien pour ça que c'est un rapport entre celles qui ont les moyens économiques de prendre la parole sans se retrouver jetées hors de chez elles, et celles qui, en prenant la parole, sont éventuellement trucidées.
On est là dans deux extrêmes, mais c'est ce que j'appelle le corps collectif. Et ce corps collectif, il y a un texte, on en parlait à la seconde, que je n'ai pas arrêté de citer, et je vous trouverai cité là-dedans encore beaucoup, puisque j'ai repris la préface que j'avais fait à ce livre dans ce recueil. C'est le livre de Carole Patman sur le contrat sexuel, qui reste pour moi vraiment le livre fondateur de l'analyse de la modernité, et que j'ai cité donc à foison, et que je suis fière d'avoir fait éditer en français, puisque c'est grâce à l'Institut du Châtelet et ma position de présidente du comité scientifique à l'époque, qui a permis cette publication. Et je crois ce livre essentiel, pour comprendre que sous le contrat social, il y a un contrat sexuel qui est un implicite, et c'est ce contrat sexuel qui nous saute à la figure au XXIe siècle, et c'est fantastique. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument fantastique qui se passe. Donc, et alors, je reviens à la question de l'esthétique. Il se trouve que je termine sur la question du corps aussi, ce livre sur la suite de l'histoire, car la façon dont les femmes, depuis 50 ans, les femmes artistes, traversent leur corps, utilisent leur corps, mais pour le dépasser, c'est-à-dire pour dépasser leur corps individuel évidemment, est quelque chose d'assez passionnant. Donc on a, à tout point de vue, que ce soit reproducteur, au niveau des relationnels et des violences, comme au niveau de la production artistique, un corps qui est devenu l'enjeu de l'émancipation, quand pendant 2 siècles, voire 3, remontons jusqu'à Poulain de la Barre en 1673, c'est la question de la raison des femmes qui est en jeu. J'avais intitulé d'ailleurs un de mes recueils Raison des femmes, parce que c'était ça que je cherchais. Parce qu'évidemment, j'avais été tellement traumatisée par le fait qu'on m'avait dit que j'avais pas de raison quand je disais les philosophes. C'est quand même traumatisant quand on fait des études de philosophie et qu'on vous dit que vous êtes pas au bon endroit. En tout cas, ça a été traumatisant. Je ne peux pas le dire autrement de mon esprit critique. C'était donc la raison des femmes qui se joue jusqu'à la fin du... Mais le cycle de droit est achevé, même si les droits ne sont pas bons, même s'il faut les améliorer. Là, je parle d'un lieu du monde. Alors, ce que permet le concept aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, sur le fait qu'on peut juste partir avec un baluchon n'importe où. Et ça, c'est une dimension que on a beaucoup parlé on a beaucoup évoqué le consentement. Il y avait un autre terme qui concerne mon premier livre de 79, où j'avais fait un livre sur le service domestique. Pourquoi je faisais un livre sur le service domestique? Je terminerai là-dessus en disant que colporteuse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui part avec un baluchon sur les routes, donc qui n'est donc pas dans une position de maîtrise, mais qui, avec les mots qu'elle a trouvés, les concepts qu'elle a trouvés, va les offrir à qui voudra les prendre. Et ça, et donc c'est cette position qui est une position de partir sur les chemins avec son sac à dos, sa lanterne magique qui est l'opérateur égalité, et les mots qui sont des concepts, ça fonctionne de plusieurs façons. Si vous prenez le mot service, qui me permettait à la fois de parler des femmes que nous étions qui disaient on en a marre, ce qu'on appelle la charge mentale aujourd'hui, on en a marre de tout ce travail gratuit, on appelait ça le travail gratuit dans la cuisine et autres. Et puis de l'autre côté, on avait aussi un pan du féminisme qui disait arrêtez vous les bourgeoises, vous nous emmerdez avec vos histoires, ce qui est important c'est les travailleuses. Et du coup le PSU avait fait un livre qui s'appelait 18 millions de femmes à tout faire. 18 millions de femmes à tout faire, de bonnes à tout faire. Et attendez, ils n'ont pas beaucoup réfléchi, parce qu'il y a des vraies bonnes à tout faire, il y en a 1 million et quelques. Et du coup, la question n'était pas, je vais écrire un livre sur les bonnes à tout faire qui font 1 million en France, mais c'est quoi le service domestique? La question qui avait été posée par les féministes en 1900. C'était pas moi qui l'ai posée en premier, c'était juste, là encore, mes lectures qui me permettaient de voir que ça avait été déjà posé dans les années 1900, dans un grand colloque féministe. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant, de cette hiérarchie entre les femmes? Donc c'était ça la question du service. Eh bien, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand il y a eu une année, le Festival des femmes de Créteil l'a fait sur la question de la domesticité des films, c'était très frappant, parce que si les Philippines vont travailler chez les Marocaines, au Moyen-Orient, etc., on sort de la question de la position occidentale par rapport aux autres pays, du post-colonial et de la décolonisation, avec les mots qui circulent. Moi, par exemple, ce qui m'hallucine, c'est un exemple que je prends tout le temps, c'est que j'avais fait un texte qui s'appelait « Les contretemps de l'émancipation », notamment pour montrer qu'au XIXe siècle, on dit aux femmes « Vous ne pouvez pas être citoyenne, vous n'êtes pas éduquée ». Ah bon, parce que si vous étiez ouvrier, ça n'était pas un problème, vous pouviez avoir le droit de vote, même après 1848, même si vous ne saviez pas lire, mais les femmes, non. Donc vous étiez en retard. Et puis, il y avait les marxistes et les révolutionnaires qui disaient « Mais attendez, on fait la révolution, vous faites la révolution avec nous, vous êtes sûrs, après on s'occupe de vous ». Donc elles étaient soit en retard, soit en avance, mais elles n'étaient jamais dans la bonne temporalité. C'est encore une question qu'on peut se poser aujourd'hui et qu'on s'est beaucoup posée avec les révolutions arabes. Et alors le plus étonnant,
c'est que ce texte sur le contretemps, il est, et je m'arrête là, Anne, et ce texte sur le contretemps, il est téléchargé par tous les pays du continent africain. Ça, c'est une des plus belles choses que je peux vivre. C'est-à-dire qu'un texte qui n'a rien à voir, qui a tout à voir avec ce qui se passe en Europe et en France, tel que, s'il est construit conceptuellement par rapport à une question qui se pose à l'émancipation, il peut circuler ailleurs. Sur la notion du service, c'est pareil. Donc ça, c'était ma contribution peut-être à des questions qui ont été posées hier et autrement. Merci beaucoup, Geneviève.